Bonsoir. Je suis Eric Legérias. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bien triste nouvelle. La fin du monde pour le 21 décembre 2012. Je vous imagine facilement devant votre écran, vous vous dites il est malade ce type. Malheureusement non. Comme vous sans doute, j'ai d'abord été incrédule. Mais au fil du temps et de mes recherches, devant tant et tant de preuves, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Le 21 décembre 2012 sonnera le glas de l'humanité. En fait, tout est parti d'une recherche que je faisais pour les JO de Londres sur Internet. Je tape 2012, et là, à ma grande surprise, pas grand-chose sur l'événement sportif majeur prévu pour cette année. En revanche, des milliers de liens sur la fin du monde, l'apocalypse. Ça fait froid dans le dos. Dans 3 ans, nous sommes censés tous mourir. Intox, rumeur, conspiration, foutaise. Les preuves sont là. Cultures anciennes, prophéties, religions, scientifiques, gouvernements, de très nombreuses sources convergent vers cette échéance fatale fixée au 21 décembre 2012. Un des liens qu'on trouve sur Internet, c'est une lettre intitulée « Projet Camelot ». Son contenu est proprement sidérant. Écrite par un membre du gouvernement norvégien, voici ce qu'elle révèle. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain, et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Seal Vault sur l'île de Spitsberg en Norvège, et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde, en construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant, car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes, et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. En ce qui me concerne, je sais déjà que je devrais d'ici 2012 rejoindre la région de Mosjven, où se trouve une installation militaire enterrée. Ceux qui seront abandonnés en surface périront sans assistance, et l'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles, comme personne sur Terre n'en a vécu. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. À ceux qui sont prêts à survivre, je recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituez des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'il nous assiste. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. J'ai fait des recherches sur l'homme qui a écrit cette lettre, et j'ai essayé de le joindre, mais en vain. C'est quand même un peu flippant son histoire. Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas encore reçu de passe VIP ni de carton d'invitation pour ces fameux bunkers. Je vais guetter le facteur. On ne sait jamais. Et vous? Maintenant que vous savez...
scientifiques pensent que cela pourrait arriver. Un contact avec une intelligence extraterrestre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la science pure. De Stephen Hawking aux experts de la NASA et du Pentagone, tous sont d'accord. Ces êtres n'auront peut-être pas des intentions pacifiques. Si des extraterrestres décidaient de venir prendre quelque chose chez nous, on sera en mauvaise posture. S'ils débarquent ici, cela voudra dire qu'ils disposent d'une technologie écrasante. On sera fichus. De nombreux astrophysiciens et conseillers militaires en défense ne s'en cachent plus. Il existe des plans à haut niveau pour combattre les envahisseurs. Au Pentagone, comme à l'ONU, on prend cette éventualité très au sérieux. Les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. J'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Je sais parfaitement qu'il y a des projets classés secret défense. Nous disposons de moyens pour repousser les extraterrestres dont le grand public ignore tout. Quels sont les plans officiels en cas de contact avec des extraterrestres? Viendront-ils en amis ou en ennemis? Que pourra faire l'humanité face à une invasion extraterrestre? Imaginez un avenir proche, très proche peut-être. Partout dans le monde, les hommes vaquent à leurs occupations. Dans un observatoire, une anomalie dans l'espace est repérée. Tu peux venir voir? Un objet de grande taille semble se rapprocher de la Terre. Pour les spécialistes, ce scénario de science-fiction est possible. Il est même étudié très sérieusement par les astronomes, les gouvernements et les stratèges militaires. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a déclaré que des visiteurs extraterrestres pourraient se montrer hostiles. Des extraterrestres évolués pourraient devenir des nomades et chercher à coloniser les planètes à leur portée. Il n'est pas le seul à le penser. Nick Pope est un ancien cadre du ministère britannique de la Défense. Je suis convaincu qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs dans l'univers. Ces extraterrestres pourraient considérer la Terre comme une menace potentielle. D'après certains, une invasion est un danger très réel pour le gouvernement américain, les Nations Unies et le Royaume-Uni. Des plans de riposte ont été mis en place. Paul Springer est un expert en stratégie à l'Air Force Command and Staff College. Dans le cas d'une invasion à l'échelle mondiale, les États-Unis disposent de nombreux plans. On a envisagé tous les scénarios imaginables. Après 21 ans passés au ministère de la Défense, j'ai une bonne idée de la façon dont on combattrait une invasion de ce type. Malheureusement, la majeure partie de ces informations n'est pas accessible. On ne partage pas nos secrets avec le reste du monde. Pourtant, un scientifique qui travaille pour le gouvernement a mis au point ses propres plans en cas d'attaque. Lui ne craint pas de parler. Il s'appelle Travis Taylor. Diplômé en physique,
Ingénieur au département de la Défense, chercheur pour l'armée, il a également travaillé sur le nouveau laser à solide militaire américain, actuellement le plus puissant du monde. Il est habilité très secret défense auprès du SMDC, le Space and Missile Defense Command. Il a élaboré un plan stratégique détaillé en cas d'attaque extraterrestre. Quand on s'est demandé, serait-il possible qu'on soit envahi par des extraterrestres? La réponse étant oui, il nous fallait un plan. Les gens se disent, des extraterrestres assez évolués pour voyager au-delà des étoiles ont forcément dépassé le stade où ils seraient animés d'intentions malveillantes ou belliqueuses. C'est peu probable. Je suis parfois obligé de rappeler aux gens que dans les années 1930, le pays du monde le plus avancé sur le plan scientifique et technologique était l'Allemagne. Or, on sait ce qui s'est passé au cours des 2 décennies suivantes. Il n'y a pas forcément de lien entre les progrès scientifiques et technologiques et un comportement éthique ou moral. Tandis que dans le monde entier, les citoyens sont encore sous le choc, l'armée américaine se prépare au pire. Des extraterrestres capables de voyager dans l'univers disposent de technologies de propulsion qui dépassent nos connaissances physiques. Même si les missiles parvenaient à se verrouiller sur une cible, elles n'auraient qu'à faire un écart pour que le missile passe à côté. Il n'y a plus de doute possible, leurs intentions sont clairement hostiles. C'est la version extraterrestre de la doctrine choc et stupeur. Les envahisseurs envoient des unités de drones et de robots. De la même façon que l'armée américaine utilise des drones comme des commandos avancés. Les robots sèment la terreur dans les grands centres urbains. J'ai travaillé pendant 21 ans au ministère de la Défense. Je sais parfaitement qu'il y a des projets classés secret défense, des programmes d'armement dont personne n'a jamais entendu parler. Il est probable qu'on aura des moyens de riposter contre des extraterrestres que le grand public ne connaît pas. Un exemple, le X-37B. Un drone spatial ultra secret mis au point par l'armée de l'air américaine. Lancée en 2010, cette mini-navette pourrait être armée et lancée contre un envahisseur. Mais la petite escadrille est confrontée à une véritable armada extraterrestre. Des armes expérimentales sont testées dans des laboratoires et des bases un peu partout dans le pays, comme les lasers militaires et les armes à faisceaux de particules, les pistolets à rayons des films de science-fiction. Travis Taylor a enquêté sur une des armes les plus terrifiantes de ce nouvel arsenal, le canon électromagnétique, le canon le plus puissant du monde. Des aimants superpuissants propulsent le projectile le long de 2 rails à une vitesse inimaginable. Ce projectile est lancé à une vitesse phénoménale, tandis qu'avec un missile, on est limité à une vitesse hypersonique qui varie de 3 à 5000 km/h. Ça pourrait aller 10 fois plus vite avec la technologie moderne. Mais
des armes expérimentales ne sont pas à la hauteur d'une technologie qui a traversé l'espace. Même si elles étaient efficaces, nous n'aurions pas le temps de les fabriquer en masse. Si notre planète veut avoir une chance de survivre, les pays du monde entier doivent unir leurs forces et fonder une seule grande armée vouée au salut de l'humanité. Les nations du monde entier seront-elles capables de s'unir ? Dans un de ses discours, le président Reagan avait dit ceci aux Nations Unies. Nos différences s'estomperaient en un clin d'œil partout sur la planète si nous étions confrontés à un danger venu d'un autre monde, une menace extraterrestre. Les anciens ennemis s'allient. Si les extraterrestres nous envahissaient, on pourrait se retrouver à combattre aux côtés des talibans pour repousser les petits hommes verts. En ces heures sombres de l'histoire de l'humanité, toutes les nations se liguent. Et les unités d'élite de chaque armée se regroupent sous un même drapeau. Mais les armées terrestres ne font pas le poids face à la technologie de leur adversaire. Elles vont se rendre compte que leurs équipements, qui coûtent des milliards de dollars, sont inefficaces. La technologie des envahisseurs est tellement supérieure qu'on ne fera pas long feu. L'ennemi vise toutes les installations militaires de la planète. Ils élimineront les principales unités de combat des armées de tous les pays. Ils agiront rapidement, en quelques minutes ou en quelques jours. Très vite, en tout cas. Cible suivante, les infrastructures de notre société. L'ossature même de la civilisation humaine ne dispose plus d'aucune défense. Ils vont chercher à détruire tout ce qui pourrait nous permettre de leur résister. Pour cela, ils repéreront les zones les plus brillantes de la planète et élimineront tous les réseaux électriques. Sur cette terre, champ de bataille, c'est la fin. Nos armées sont décimées, nos villes en ruine et nos infrastructures détruites. L'humanité est vaincue. Le plan en cas d'invasion extraterrestre inclut une dernière possibilité. Mais ses répercussions seront terribles. Quelqu'un va dire au président, « Monsieur, l'arme nucléaire est la seule option qui reste. » L'arme nucléaire est la plus puissante jamais conçue par l'homme. Aujourd'hui, il y a plus de 22 000 ogives nucléaires sur notre planète. Leur explosion pourrait annihiler plus de 2 fois l'humanité. Quelque part dans l'Atlantique, un sous-marin remonte des profondeurs. 45 mètres sous la surface, la porte du tube lance-torpille s'ouvre et un missile balistique Trident II jaillit hors de l'eau. Il transporte une puissance explosive de presque 3,8 mégatonnes. 250 fois celle qui a rasé Hiroshima. Tandis que le missile monte vers sa cible, la pointe se détache et libère 8 ogives nucléaires autoguidées. Celles-ci foncent sur le vaisseau extraterrestre immobile au-dessus de Washington. Le sort de notre planète dépend désormais de l'arme la plus destructrice dont nous disposions. Tous les bâtiments dans un rayon de 6,5 km autour de l'épicentre sont rasés. Dans la capitale même, 98% des habitants sont tués. La manœuvre
a-t-elle fonctionné? Notre arme la plus puissante n'a eu aucun effet. La raison en est simple. Pour voyager dans l'espace, un vaisseau doit être protégé. Pour arriver jusqu'à nous, ils disposent forcément de métaux particuliers ou de boucliers, comme dans les films de science-fiction. Quand un vaisseau hyper rapide est heurté par une micrométéorite de la taille d'un grain de poussière, l'énergie transmise par l'impact est bien supérieure à celle de la plus grosse bombe nucléaire jamais construite par l'homme. S'il a un bouclier, le vaisseau résistera à une explosion nucléaire. Au pire, ça égratignera la peinture, mais nous, on aura détruit une ville. La capitale américaine est un champ de ruines. Il faudra donner l'ordre aux armées de se disperser. Prenez vos armes, votre pactage, 3 jours de nourriture et fichez le camp, n'importe où. Le moment est venu de fuir pour mieux reprendre le combat. Ce n'est pas un test. Les autorités recommandent à tous les citoyens de quitter immédiatement les zones urbaines. L'envahisseur cible les villes. Nous répétons, les villes ne sont pas sûres. Partout, les centres de communication encore intacts appellent à l'évacuation. Cela ne peut que mal se passer. Imaginez une catastrophe naturelle aussi dévastatrice que ces 3 événements réunis. Le séisme en Haïti, le tsunami en Thaïlande et l'ouragan Katrina. Imaginez qu'elle touche toutes les villes du monde avec une différence majeure, aucune aide ne viendra jamais. Paniqués, des milliers de gens en fuite se dressent les uns contre les autres. Les émeutes font des ravages. Ce n'est plus une invasion, c'est une véritable apocalypse. Techniquement, une invasion extraterrestre peut être considérée comme une apocalypse. Il y a des catastrophes, des cataclysmes. L'apocalypse est encore un cran au-dessus. Toutes les structures de gouvernement et des sociétés sont anéanties. Les populations urbaines vont souffrir terriblement parce qu'elles vont se retrouver privées de tout le confort auquel elles sont habituées. D'un seul coup, elles n'auront plus rien. Pour survivre, il va falloir se séparer. Un individu ici, un groupe de 3 ou 4 personnes là, parce que la lutte contre l'envahisseur va certainement s'éterniser. L'ingéniosité individuelle va devenir un atout très important une fois l'attaque lancée. Même si la civilisation est en train de s'effondrer, tout le monde n'a pas baissé les bras. Certains gardent la tête froide. Ils réfléchissent, ils sont préparés et ils sont déterminés à survivre coûte que coûte. C'est le dernier espoir de l'humanité sur une planète désormais contrôlée par les extraterrestres. La majorité de la population est incapable de faire face en cas d'urgence. On a besoin d'une carte bancaire pour obtenir de l'argent et d'un supermarché pour trouver de la nourriture. Les rayons des magasins seront vides 3 heures après le début de la catastrophe. Il n'y aura plus d'eau, plus de nourriture, plus rien. Dans une tentative désespérée pour faire des réserves, les foules pillent et détruisent tout. Ceux que les extraterrestres ont épargnés risquent d'être tués par leurs congénères. Qu'on vive à New York, à Los Angeles ou dans l'Iowa, la nature humaine étant ce qu'elle est, les gens vont se battre pour les ressources disponibles. Désormais, pour rester en vie,
il faudra se tenir à l'écart des magasins et des foules déchaînées. Des flots de gens terrifiés fuient les villes. Il suffit de regarder des images de la Terre de nuit pour voir où les extraterrestres attaqueront. Toutes les grandes villes éclairées. Si on veut se cacher, il faudra choisir les zones noires. L'Amazonie, le bush, c'est là qu'il faut aller. Les routes sont engorgées par des embouteillages monstrueux et il devient impossible de fuir en voiture. Les voitures seront pare-choc contre pare-choc. Les gens abandonneront leurs véhicules en se fichant complètement du sort de tous ceux qui sont derrière. Mais les hommes n'ont pas tiré les leçons des erreurs passées. Heureusement, il y a d'autres solutions pour les hommes et les femmes bien décidés à survivre. En règle générale, on évitera les grandes voies de communication, les autoroutes, les routes et les ponts. Une voiture peut devenir un piège mortel. Il sera préférable d'emprunter d'autres moyens de transport. Un vélo, un cheval, une moto. Pour échapper à la fois aux extraterrestres et aux maraudeurs humains, certains choisissent de s'enfoncer sous terre. Les tunnels de métro, les canalisations et même les égouts sont des moyens sûrs de fuir les villes en flammes. Un réseau d'égouts est parfait parce que peu de gens sont disposés à le traverser. C'est répugnant, mais c'est relativement sûr. Ce sera le chemin le moins emprunté et c'est exactement ce qu'on cherche. Sous terre ou en surface, en bateau, en voiture ou à pied, les populations urbaines fuient. Mais beaucoup ne survivront pas à cet exode massif. Les envahisseurs ont détruit notre civilisation. Or, d'après les spécialistes, cette destruction est prévue dans les plans de lutte contre les extraterrestres. Face à un envahisseur doté d'une technologie supérieure, notre défaite militaire n'a rien de surprenant. Et surtout, elle ne signifie pas la fin de la guerre. On a déjà vu des peuples vaincre quand rien ne l'annonçait. La clé de la victoire pour l'humanité, c'est de durer le plus longtemps possible et de faire comme les moudjahidines afghans pendant la guerre contre les soviétiques. Utiliser des tactiques terroristes et organiser la résistance pour lutter contre une armée supérieure en nombre et en moyens technologiques. Parmi les survivants cachés dans les grottes, les forêts et les déserts un peu partout dans le monde, les germes de la rébellion croissent de jour en jour. L'envahisseur est là. On y va. Le moment est venu pour les terriens de se défendre. Alors que les extraterrestres contrôlent notre planète, les survivants se posent inévitablement une question: pourquoi? Pourquoi une invasion? Pourquoi la Terre? La survie de l'humanité dépend peut-être de la réponse. Je doute qu'ils débarquent au hasard pour piller ou qu'ils attaquent pour le plaisir. Une chose est sûre, ils n'ont pas détruit notre planète, seulement notre civilisation. Dans son plan, Travis Taylor a pris en compte les mobiles les plus probables d'une invasion hostile: la conquête, le pillage, la chasse. Dans le meilleur des cas, les extraterrestres sont venus chercher du ravitaillement. Mais il y a peut-être quelque chose ici qui les intéresse. Peut-être la ressource la plus importante de la Terre: l'eau.
L'eau, c'est le composé le plus répandu dans l'univers. Ils n'ont pas besoin de venir jusqu'ici pour ça. Les envahisseurs ont peut-être besoin de minéraux pour leur technologie. Mais cette théorie aussi présente des lacunes. S'ils ont besoin de minéraux, il y en a ailleurs. D'autres planètes sont nettement plus intéressantes de ce point de vue-là. Le système solaire regorge de ressources. En fait, un seul astéroïde contient plus d'or, d'argent, d'aluminium et de zinc que l'homme n'en a jamais extrait du sol. Mais les mobiles des extraterrestres vont peut-être s'expliquer. De nouveaux vaisseaux commencent à patrouiller dans le ciel. Les engins dépouillent littéralement la campagne de tout ce qu'ils trouvent. De toute évidence, ils recueillent 2 composés présents sur Terre. Des composés que les astronomes n'ont repérés nulle part ailleurs dans l'univers. La chlorophylle et les protéines, les plantes et les animaux. Les extraterrestres sont venus chercher la vie elle-même. Pour les envahisseurs, ce n'est qu'une matière première comme une autre. Peut-être ont-ils été attirés jusqu'à notre planète éloignée par quelque chose de précis. Une piste chimique flottant à travers l'espace. Voilà 2 milliards d'années que la Terre fait savoir à tout l'univers que la photosynthèse existe chez nous. La chlorophylle et les plantes produisent l'oxygène de notre atmosphère. Leurs télescopes ont dû le repérer. L'odeur de la vie. Voilà ce qui a pu les attirer. Comme la plupart des espèces migratrices, ils ont quitté leur planète pour une bonne raison. On part pour trouver de la nourriture ou de l'espace pour nicher, de l'espace en général. C'est pour ça que les animaux défendent leur territoire. C'est absurde de penser qu'ils pourraient débarquer sur Terre sans aucune raison. Si c'était par pure malveillance, cela n'aurait aucun sens. Le meilleur exemple, ce sont les sauterelles. Elles se déplacent d'une région à l'autre et exploitent tout ce qu'elles trouvent sur place avant de continuer leur route. Même chez les espèces de notre planète, les migrations sur de longues distances sont souvent motivées par le besoin de nourriture. Si des extraterrestres ont épuisé leur planète lointaine, la Terre serait un objectif extrêmement séduisant. S'ils nous attaquent un jour, ce sera certainement parce qu'ils cherchent de la nourriture. S'ils arrivent sur une planète comme la Terre, ce sera forcément pour ces écosystèmes. Comment les hommes pourraient-ils survivre face à un envahisseur plus fort sur le plan technologique? Un envahisseur venu spécialement pour les chasser. L'accès à l'eau potable et à la nourriture sera très difficile. Sur le plan mental, il faudra être prêt à tout, il faudra vouloir survivre. Sinon, personne ne rédigera votre épitaphe. Au cours des semaines suivantes, des milliers d'autres succombent au manque d'eau et de nourriture. L'absence de préparation équivaut à une condamnation à mort. J'estime que 70% des gens ne survivront pas parce qu'ils n'auront pas pensé à se préparer. Ils ne sauront pas quoi faire. Devoir s'adapter au fait de manger de la viande de daim ou d'écureuil. Les choses les plus faciles deviennent très compliquées à longueur de journée. Le soir venu, on n'en peut plus. Par-dessus tout, les survivants devront échapper aux extraterrestres qui les pourchassent. Malgré cela, certains parviennent à s'en tirer. La survie d'un individu dépend de sa préparation, de son aptitude à apprendre de nouvelles techniques
et à s'adapter mentalement à un monde complètement différent. L'ingéniosité est primordiale. Les objets de tous les jours peuvent vous sauver la vie. Dans les premiers jours, le matériel récupéré un peu partout, les conserves et l'eau potable sont essentiels. Et les lampes de poche, les piles et les couteaux deviennent aussi précieux que de l'argent. Mais la solution pour survivre à long terme, ce sont les autres. Il faut se joindre à un groupe de gens en qui on a confiance, parce que seul, on ne survivra jamais. Il sera nécessaire de se regrouper et de collaborer. Si on se casse une jambe ou un bras, c'est fini. Surtout si on est déjà en difficulté. Peu à peu, les bandes de survivants dispersées un peu partout renouent le contact avec des moyens très simples. Talkie-walkie, radio amateur et même les vieilles lignes télégraphiques. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus le télégraphe que les lignes ne sont pas en bon état. Il y a aussi les câbles à fibre optique, les lignes téléphoniques et un tas d'autres moyens dont on ne se sert plus. Une fois la communication rétablie, les survivants découvrent que le mouvement de résistance a un chef. Ceci est un message du réseau national d'alerte. Ce n'est pas un test, mais une déclaration du président des États-Unis. Chers compatriotes, Malgré la faim et l'angoisse, ils reprennent enfin courage. nous sommes en guerre contre un ennemi décidé à nous détruire. Nous allons connaître des jours difficiles, mais je suis intimement convaincu que nous réussirons. Survivre n'est qu'une première étape. Les envahisseurs dépouillent notre planète de ses formes de vie. Mais pour les terriens, cette cueillette monstrueuse offre des occasions de riposter. Un des principaux problèmes, c'est de pénétrer leur défense. Avec une bombe, on égratigne à peine les vaisseaux protégés par leurs boucliers. Il faut donc trouver un moyen de franchir ce bouclier si on veut réussir à faire des dégâts. Pour cela, il y a un moyen très simple. Utiliser leur technologie contre eux. Le vaisseau lui-même devient un piège mortel. Pourvu que ça marche. Oui. La résistance a remporté une victoire. Une victoire modeste, mais porteuse d'espoir. Aide-moi. Ces stratégies relativement simples jouent un rôle important dans le plan de lutte contre une invasion extraterrestre. On attaque, on décroche et on se planque. Il faut employer des techniques de guérilla. Impuissants face à la technologie sophistiquée des envahisseurs, les terriens doivent faire avec les moyens du bord. Ce plan de résistance se fonde sur des précédents historiques. Les tactiques de guérilla et l'utilisation de petits explosifs permettent à une armée inférieure sur le plan technologique de rééquilibrer la situation. Plein de petits coups peuvent faire autant de dégâts qu'un seul gros. En règle générale, des petits coups répétés font beaucoup plus de ravages d'un point de vue psychologique. Les stratèges militaires appellent cela la guerre asymétrique. Si on essaie de combattre l'ennemi avec les mêmes méthodes que lui, on a toutes les chances de se faire battre.
Par conséquent, il faut trouver ses points faibles, mais aussi attaquer ses centres de commandement et ses centres logistiques quand il s'y attend le moins. Aujourd'hui, un des meilleurs spécialistes en matière de guerre asymétrique est aussi l'un des plus grands départements de la défense du monde, le Pentagone. Il a appris la leçon à ses dépens. En Irak et en Afghanistan, la puissance de feu écrasante des Américains est parfois tenue en échec par une simple bombe artisanale. Abattre un vaisseau extraterrestre a également l'avantage non négligeable de fournir des informations. Pour la résistance, la capture d'une épave ennemie pourrait donner un tour nouveau à la guerre. Qui sont les extraterrestres? À quoi ressemblent-ils? Qu'est-ce qui fait la puissance de leurs vaisseaux, mais aussi leur faiblesse? Quand on les connaît, on n'a plus qu'à les exploiter avec tout l'armement dont on dispose. 6 mois d'observation ont aussi permis d'établir un point essentiel concernant les envahisseurs: leur nombre n'augmente pas. Les armées extraterrestres se sont aventurées trop loin de chez elles pour compter sur des renforts. Autrement dit, les troupes décimées ne seront pas remplacées. C'est une faille cruciale. À long terme, la simulation informatique donne l'avantage à la Terre. La résistance espère bien chasser les envahisseurs avant qu'ils ne transforment l'environnement de notre planète selon leurs besoins. Une façon de combattre une espèce invasive est de multiplier les populations d'espèces indigènes. Ainsi, pour lutter contre des extraterrestres, les hommes devront se reproduire. Si on veut résister à long terme, il faudra modifier notre vision de la société. Une femme en âge de procréer devra avoir le plus d'enfants possible. Pour cela, il faudra peut-être utiliser des produits qui stimulent la fertilité ovarienne. Qui dit programme de reproduction, dit partenaires multiples. Pour faire plus d'enfants, il faudra multiplier les grossesses. À l'exception des femmes enceintes, tous les autres devront se battre, y compris les femmes. Tous les humains, à partir de l'âge de 14 ans, seront armés. Le but est de créer un mouvement de résistance totale auquel participeront tous ceux qui ont survécu. Mais l'ennemi n'est pas facile à débusquer. Jusqu'alors, les terriens n'ont vu que des robots et des vaisseaux. Aucun extraterrestre n'en est jamais sorti. Craignent-ils les organismes terrestres? Il y a une bonne raison pour qu'un extraterrestre ne se risque pas hors de sa capsule. H.G. Wells l'a parfaitement compris quand il a écrit La guerre des mondes. Ce sont les microbes qui pullulent dans notre atmosphère. Les microbes, les bactéries, les maladies, etc. Dans la guerre des mondes, les extraterrestres sont anéantis par des bactéries. La science-fiction détiendrait-elle la clé de la survie des humains? Une bactérie ou un virus pourrait-il détruire nos agresseurs? Les virus évoluent afin d'attaquer les organismes qui vivent dans le même habitat qu'eux. On pourrait mettre au point une arme biologique contre les extraterrestres, car leur système immunitaire serait incapable de combattre ce virus particulier. Parmi les survivants privés d'antibiotiques et de médicaments, les malades sont nombreux. Les plus atteints se transforment en kamikazes biologiques. Ce sens de l'abnégation n'est pas seulement une caractéristique humaine, c'est un mécanisme de survie naturel quand une espèce est menacée. Ainsi, chez les fourmis, les insectes malades ou âgés se battent souvent en première ligne. Les commandos biologiques se préparent à être emportés par les vaisseaux afin de contaminer les envahisseurs.
Nos microbes n'ont eu aucun effet sur les extraterrestres. De toute évidence, la guerre biologique n'est pas une tactique efficace. D'après les spécialistes en exobiologie, les hommes seraient plus menacés par les bactéries extraterrestres que le contraire. D'après les études, ce sont les espèces invasives porteuses de parasites qui anéantissent les espèces locales. Dans toute l'histoire, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Exemple le plus connu, celui des conquistadors qui ont décimé les populations indiennes d'Amérique du Sud en important la variole sur le continent. Curieusement, aucune bactérie extraterrestre n'a contaminé l'espèce humaine ni les autres espèces terrestres. La raison en est simple. Les envahisseurs ne sont peut-être pas des êtres vivants, mais seulement des machines. Un voyage au-delà des étoiles exige une quantité d'énergie colossale, ou beaucoup de temps. C'est dangereux pour un être vivant. Par conséquent, il paraît logique que cette traversée de l'espace ne soit pas effectuée par des organismes vivants, mais par des machines. C'est exactement ce que nous avons fait quand nous avons commencé à explorer notre système solaire. Nous avons d'abord envoyé des robots voir ce qu'il y avait. Cette théorie se tient. Des sondes se sont posées sur la Lune 3 ans avant les astronautes. Depuis, la NASA a envoyé des engins sur toutes les planètes du système solaire et même au-delà. Si les extraterrestres ne sont pas des êtres vivants, les machines ne recueillent peut-être pas des matières organiques pour s'en nourrir, mais pour les transformer en carburant bio. Admettons que les envahisseurs ne soient que des drones. Cela expliquerait pourquoi ils n'ont pas répondu à nos propositions de paix et se montrent totalement indifférents à la destruction de formes de vie intelligentes. Si ce sont des machines, cela ouvre de nouvelles perspectives. Le plan en cas d'invasion extraterrestre prend en compte la possibilité que l'agresseur ne soit pas biologique. Il faut trouver le moyen de faire entrer des troupes à l'intérieur du vaisseau pour le détruire. Mais c'est une mission extrêmement risquée. La résistance prépare un assaut général. Répétez, ici Alpha. Contre le vaisseau géant qui plane au-dessus de nos villes. Les stratèges navals le disent, coulez le transporteur et vous remporterez la bataille en mer. À défaut de battre les extraterrestres, on peut les chasser. Il faut trouver le moyen de faire entrer des troupes à l'intérieur du vaisseau pour le détruire. Nous disposons d'une arme rudimentaire qui pourrait peut-être contrer la technologie ultra sophistiquée de notre agresseur venu de l'espace. Un ballon. À première vue, c'est un choix étonnant. C'est justement pour cela qu'il pourrait faire basculer la situation. Un ballon est d'une telle simplicité qu'il est presque invisible. Un ballon en latex, c'est un ballon. Ce n'est pas un matériau conducteur et il ne renvoie pas les signaux radars. Il a ce qu'on appelle une section efficace radar très faible. Autrement dit, il n'apparaît pas sur un écran. Depuis des décennies, la recherche météorologique et atmosphérique se sert de ballons pour emporter des instruments à l'extrême limite de l'atmosphère. Les ballons météorologiques à hélium ne sont pas conçus pour emporter des humains, mais ce n'est pas irréalisable. Un ballon de cette taille peut emporter 9 kilos. Bien sûr, il faut prendre en compte la portance positive, c'est-à-dire 1,5 fois le poids total de la charge attachée au ballon.
En fonction du poids de la personne, il faudrait au moins une vingtaine de ballons comme celui-ci pour soulever quelqu'un. Cela a déjà été tenté aussi bien avec des ballons météorologiques que des ballons de baudruche. Dans ce cas précis, un ballon météorologique est l'engin de transport idéal contre un envahisseur doté d'un équipement plus sophistiqué. On pourrait faire pareil avec des ballons de baudruche. On a juste besoin de ballons et de bonbonnes d'hélium ou d'hydrogène. Je peux les gonfler dans ma grange, personne ne saura d'où ils viennent. De plus, on peut les lancer de n'importe où, on n'a pas besoin d'installations immenses. Les résistants se préparent avant de se mettre en marche pour les centres urbains dévastés d'où partira l'assaut ultime. Tous sont équipés de parachutes, même si chacun sait que les chances de survie sont pratiquement nulles. Ce sera forcément une mission suicide. Cela peut paraître horrible, et ça l'est. Mais il faut mettre dans la balance la survie des hommes et la vie de quelques soldats prêts à se sacrifier pour sauver l'humanité. Armés d'explosifs et de bombes militaires récupérées après l'attaque des envahisseurs, les volontaires décollent. Leur objectif, le ventre du vaisseau extraterrestre. On peut faire monter et descendre le ballon en lâchant du lest ou en ouvrant la soupape de l'hélium. Et dans une certaine mesure, on peut le diriger à travers les courants aériens. Ces hommes ne sont pas seuls. Des actions coordonnées ont lieu simultanément partout dans le monde. L'humanité ne compte pas donner à l'ennemi une chance de s'adapter à cette nouvelle tactique. C'est une règle stratégique éprouvée. Plus on est nombreux, plus les chances de réussite augmentent. C'est comme pour le débarquement. On envoie le plus de soldats possible sur la plage. Certains réussiront à passer. Le tout est d'avoir plus d'hommes que l'ennemi ne peut en éliminer. Il faudra lancer une attaque générale avec des centaines, voire des milliers de personnes attachées à des ballons de haute altitude. L'histoire l'a montré. La stratégie du nombre s'avère efficace. Elle fonctionne aussi chez les insectes. Régulièrement, des colonies de fourmis submergent des adversaires bien plus gros. Peu importe l'aptitude des soldats, c'est le nombre qui compte. Si un camp est plus nombreux que l'autre, la bataille basculera en sa faveur. Une colonie de fourmis légionnaires est en marche. Des éclaireuses signalent la présence d'une grenouille 10 000 voire 50 000 fois plus grosse qu'une fourmi. Mais instantanément, elles sont 10 puis 20. La grenouille essaie de sauter, mais la colonie l'encercle et la taille en pièces. La stratégie des humains sera-t-elle aussi mortelle que celle des fourmis ? L'avenir de notre planète dépend des quelques petites poches de résistance qui se lancent à l'assaut des vaisseaux extraterrestres avec de vieilles armes et des ballons à hélium. Dans toutes les grandes villes, l'attaque suicide a commencé. Des moyens de transport rudimentaires peuvent emporter des armes sophistiquées, comme de toutes petites ogives nucléaires datant de la guerre froide. Si on veut des explosifs vraiment puissants, on emportera des engins nucléaires de la taille des ogives lancées par les canons Davy Crockett, qui mesuraient 1/10 de celles larguées à Hiroshima. C'était une charge antipersonnelle conçue dans les années 1950, grosse à peu près comme un ballon de volley. Il suffit de la faire détonner près d'une source d'énergie ou un système de propulsion, ça donne de bons résultats. Une fois à l'intérieur du vaisseau, chaque kamikaze a une mission précise.
Trouver les machines, les sources d'énergie et les systèmes de propulsion. Tout ce qu'on peut faire sauter pour détruire le vaisseau. De tout temps, les actions de guérilla se sont avérées payantes contre un ennemi supérieur sur le plan technologique. En octobre 2000, un canot bourré d'explosifs s'est jeté sur l'USS Cole, endommageant gravement ce destroyer américain qui transportait des missiles de croisière. La guérilla est une stratégie utilisée par l'homme depuis des milliers d'années. Et de toute évidence, c'est efficace. Les kamikazes disparaissent à l'intérieur du vaisseau. Au sol, les observateurs savent que face à une technologie supérieure, la victoire est loin d'être assurée. L'avenir de l'humanité dépend peut-être de cet assaut ultime. Enfin, la guérilla a vaincu. Les mêmes scènes se répètent un peu partout dans le monde. Les hommes viennent de prouver que l'union fait la force. Quelque part, loin au-dessus de l'atmosphère terrestre, une forme d'intelligence extraterrestre calcule froidement. L'opération coûte plus qu'elle ne rapporte. Il est temps de partir. Perdre un dixième de leur population devrait les pousser à se dire « Bon, allons attaquer des gens qui n'ont que des pierres. Ce sera peut-être plus facile. » Dans une guerre, à la longue, les calculs sont presque toujours à l'avantage d'une guérilla. Les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan en 1989 après avoir perdu 15 000 hommes, c'est-à-dire moins de 3% des forces engagées. Et pourtant, cela suffit. L'histoire montre que dans une guerre asymétrique, il n'est pas nécessaire d'infliger des pertes massives à un ennemi pour le vaincre. Les vaisseaux géants encore intacts s'élèvent dans le ciel. L'invasion extraterrestre est terminée. Une victoire des hommes sur une technologie extraterrestre sera peut-être moins une affaire de tactique que de courage et de volonté. Une volonté qui s'est forgée depuis plus de 200 000 ans. Nous avons triomphé de tous les dangers que nous avons rencontrés. Nous nous sommes adaptés et nous sommes devenus la forme de vie dominante sur toute la planète. Je ne vois pas pourquoi on perdrait cette capacité. Je n'aimerais pas être un envahisseur qui tenterait d'attaquer la Terre. Le scénario d'une telle invasion est pris très au sérieux. Il a été analysé dans les moindres détails. La contre-attaque est prête. Que les extraterrestres débarquent ou non, les études n'auront pas été inutiles. Même si on doute de leur arrivée, cela reste un bon moyen d'observer de l'extérieur le système de défense américain. Cela nous permet d'analyser nos faiblesses et notre capacité de réaction à une menace. Qu'on se prépare à une invasion extraterrestre, un tremblement de terre, un ouragan, une attaque militaire, une crise financière ou une pandémie, au fond, c'est la même chose. Si la première éventualité est peu probable, les autres sont inévitables. Pour l'humanité, c'est un impératif moral. Il faut trouver les moyens de se protéger face à certaines situations, comme une invasion extraterrestre. Si on réagit après que ça soit produit, ce sera probablement trop tard.
Risquons-nous de voir surgir un jour des armées extraterrestres? L'humanité est-elle seule dans l'immensité de l'univers? Dans un cas comme dans l'autre, ces questions sont troublantes et donnent à réfléchir face à l'immensité du ciel nocturne où brillent des milliards d'étoiles. Alors c'est quoi cette histoire de bunker collectif? Les bâtiments qu'on nous présente comme de vastes hangars de stockage pour semences pourraient-ils être en fait des complexes destinés à abriter les humains en cas de catastrophe majeure? Et ça sans que 90% des humains soient au courant? Voyez donc par vous-même à quoi ça ressemble. Le gouvernement norvégien a construit cette arche au plus profond des montagnes arctiques. L'arche est destinée à préserver toutes les ressources naturelles vivantes sur notre Terre, la biodiversité, des catastrophes comme les inondations, les ouragans et les menaces nucléaires. Nous voulons protéger toutes ces graines pour que les générations futures puissent un jour les utiliser. Car ce que Dieu a créé, nous ne sommes pas autorisés à le détruire. Ils ont fait un grand tunnel et là-dedans, ils ont mis toutes les semences végétales existantes. Puis après, c'est fermé par une porte. Alors évidemment, on peut se dire, une fois que c'est comme ça peut durer des centaines ou des milliers d'années. Mais peut-être, ils ont pensé à quelque chose. Peut-être ils savent des trucs. Ou ils ont la trouille. C'est dans l'avenir qu'il faut agir pour les générations futures. C'est un devoir qu'il faut accomplir. On ne sait pas qui pourra ouvrir ces silos à grains, ouvrir ces archives, quelles qu'elles soient, dans 1000 ans, 10 000 ans ou 100 000 ans. Mais voilà, c'est tellement humain d'imaginer ce possible. Joli le frigo, hein? Pas mal pour de simples graines, non? Si l'histoire de ce Norvégien est vraie, alors ces bunkers serviraient en fait pour les hommes. Vous imaginez bien qu'ils n'ont jamais voulu me le confirmer en Norvège. Mais pourquoi avoir construit ça, de toute façon? C'est bien qu'ils se préparent à quelque chose de grave, à une disparition totale des espèces végétales, à la fin du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de la précision astronomique des Mayas? Et cette date, supposée marquer notre entrée dans l'ère du 5e soleil, le 21 décembre 2012 à la tombée de la nuit. Alors, en France, ça nous met la fin du monde à quelle heure? L'ensemble des pays du globe utilisent 43 zones ou fuseaux horaires. Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu. Le premier fuseau est centré sur le méridien de Greenwich, une ville du Royaume-Uni, située sur la rive sud de la Tamise. Au passage d'un fuseau à l'autre, l'heure augmente ou diminue d'une heure. Le calendrier Maya prévoit la fin du monde pour le 21 décembre 2012, juste avant le coucher du soleil, à l'heure de l'Amérique centrale. En prenant le Mexique, le Guatemala et le Belize comme pays de référence, nous savons que le décalage est de moins 6 heures. Au Mexique, le soleil se lèvera le vendredi 21 décembre 2012 vers 6h23 et se couchera vers 17h32. En prenant en compte ce décalage horaire de 6 heures, il est donc possible de dire que la fin du monde ne sera perceptible en France que le 22 décembre 2012 vers 0h32. Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? Vénus qui passe devant le disque solaire. Donc, effectivement, on a le Soleil, Vénus et la Terre qui seraient alignés. Et c'est un phénomène relativement rare. Des changements de climat et de nombreuses catastrophes peuvent se produire quand nous parviendrons tous à ce stade. Ce qui peut se produire, cela, personne ne peut le savoir réellement.
D'après certains spécialistes, des paléobiologistes, la vie sur Terre a été inscrite, gommée et réécrite 4 ou 5 fois depuis plus de 500 millions d'années. Et à chaque fois, la Terre a été dépourvue de toute vie pendant des millions d'années. Alors, un faux ou un tox? Un faux. L'univers existe depuis 15 milliards d'années, la Terre depuis 4 ou 5 milliards d'années. Et régulièrement, il y a eu des cataclysmes qui ne sont pas toujours encore entièrement expliqués, météorites ou autres. L'évolution terrestre, elle se passe comment? Alors effectivement, on part de l'apparition de la vie sur Terre, et puis après il y a des bactéries, après il y a ci, il y a ça, puis ça monte, etc. Et puis on arrive à des êtres évolués comme l'homme. Bon. Mais peut-être qu'il y a eu ça, boum, c'est tombé, et boum, à chaque fois il y a une donc quand on parle de l'apocalypse, il y a peut-être eu des apocalypses successives, c'est tout. La dernière période glaciaire s'est étalée de moins 110 000 ans à moins 15 000 ans. Il s'en est suivi plusieurs périodes, s'achevant toutes par des cataclysmes. La première période, appelée Terra Incognita, débute vers 13 426, pour se terminer en 8280 avant Jésus-Christ. Elle est clairement identifiée et a eu un impact très important sur le développement des générations suivantes. Les Égyptiens ou les Mayas font référence au peuple de cette époque et se sont basés sur leur savoir. Dans leurs récits, ils parlent de continents entiers, de civilisations très en avance ayant disparu. C'est de ces récits que l'on tire le mythe de l'Atlantide, de Mu ou de Malaysia. Les Égyptiens parlent du grand cataclysme. Ils racontent que l'axe de la Terre aurait basculé et provoqué un glissement d'épaules. Ils racontent aussi qu'un lourd manteau de glace aurait fondu, supprimant ainsi des milliers de kilomètres de côte. La menace vous semble familière ? L'avant-dernier cataclysme, il remonte à la période mégalithique. Cette période, d'une durée de 5146 ans, débute vers 8280 et se termine vers 3134 avant Jésus-Christ. Elle s'achève par un gigantesque déluge. Seules quelques civilisations ne furent pas emportées par les flots et réussirent à survivre. Les Sumériens, l'ancien empire égyptien, la dynastie d'Ézia, les Minoennes, les Indaparéennes, la Grèce préhellénique, l'empire maya. Les tablettes sumériennes et le Gilgamesh parlent d'un retournement du soleil et d'inondations catastrophiques. Le dernier cataclysme en date, dans son livre Mondes en collision, paru en 1952, Immanuel Velikovsky, psychiatre et écrivain russe, développe la théorie selon laquelle un corps céleste se serait approché de la Terre jusqu'à provoquer une énorme tension sur l'écorce terrestre et aurait entraîné de grandes catastrophes vers 1500 avant Jésus-Christ. Les cataclysmes dont nous sommes aujourd'hui de plus en plus souvent témoins ne sont donc pas nouveaux. Ils sont récurrents. Mais alors, celui prévu pour 2012, à quoi va-t-il ressembler? Qu'en disent les scientifiques? Prennent-ils cela au sérieux? Ont-ils aujourd'hui la capacité technologique de déceler une telle menace? S'il s'agit d'un objet cométaire, ça veut dire qu'il va venir de la frontière du système solaire. On va le détecter seulement au niveau de Jupiter. Parce que quand vous prenez une comète, eh ben, tant qu'elle est au-delà, on ne la voit pas, parce que c'est un tout petit objet, et on la repérera quand elle arrivera assez près pour que le Soleil l'amène à s'entourer de vapeur d'eau. Imaginez tout d'un coup qu'on ait un truc comme ça, et les gens disent, voilà, il y a une nouvelle comète, c'est formidable, on vient la détecter, puis les calculs, on va s'en prendre dedans. Si on va la prendre dedans, c'est quelques mois. Donc il est possible, effectivement, qu'il puisse y avoir un objet qui tombe sur Terre d'une taille suffisante pour créer, on va dire, une catastrophe, et qu'on n'ait pas pu l'observer avant qu'il arrive. Si un jour il y avait un processus cataclysmique qui soit en route, tout d'un coup les gouvernements détectent un machin en approche et on sait que dans 3 mois on va le prendre dans le nez, est-ce qu'ils nous le diraient? La réponse est non. Les prophéties évoquent un astéroïde, une pluie de comètes. Et pourquoi pas une planète pendant qu'on y est? Non? Eh bien si. Si l'on en croit les Sumériens. Alors qui sont les Sumériens? Regardez. La documentation nous montre qu'ils sont présents dans le sud de l'Irak à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire 3400 avant notre ère. La civilisation sumérienne nous apparaît
brutalement en tant que tels parce qu'ils ont écrit, ils ont inventé l'écriture et ils ont écrit leur langue. Sur une de leurs tablettes d'argile, ils évoquent la naissance de la planète Terre et sa relation pour le moins chaotique avec un astre qu'ils appellent Nibiru. Il y a près de 4 milliards d'années, la Terre, alors 2 fois plus grosse qu'aujourd'hui et recouverte d'eau, s'appelait Tiamat et orbitait entre Mars et Jupiter. Une planète du nom de Nibiru s'approcha si près qu'une de ses lunes entra en collision avec Tiamat. Le choc fut terrible. La partie intacte de Tiamat fut déplacée sur une nouvelle orbite, entre Mars et Vénus, et devint notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui. La partie de Tiamat ayant subi le choc aurait été réduite en morceaux, et ses restes seraient le bracelet martelé que nous appelons aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes. Nibiru mettrait 3600 ans à accomplir sa révolution. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes et son orbite ne serait pas dans le plan de l'écliptique. En bref, elle ne ferait pas forcément partie de notre système solaire. L'année 2012 marque le retour de cette planète Nibiru, après un cycle de 3600 ans. Alors, crédible cette histoire de planète qui doit revenir en 2012? Mais si elle existe vraiment, pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi personne ne nous dit rien? Ce que nous avons fait dès 1978, c'est d'avancer la théorie selon laquelle une autre planète existerait. Et cette planète aurait une masse 3 à 5 fois supérieure à celle de la Terre. 5 fois plus grosse que la Terre. Imaginez. Et tout se vérifie avec les données de la NASA. Si cette planète repasse en 2012 et qu'elle met 3600 ans à faire le tour du Soleil, elle serait donc passée la dernière fois vers 1500 avant Jésus-Christ. Soit au moment où Velikovsky situe l'un des derniers cataclysmes majeurs sur Terre. D'après les études, Nibiru ne viendra pas s'écraser sur nous. Mais en nous frôlant, elle aura la même influence que la Lune sur la Terre, mais à une bien plus grande échelle. Et les marées deviendront des tsunamis. Nous sommes aujourd'hui plus de 6 milliards. Beaucoup devront périr. 92% de la population mondiale, pour être précis. Et le scénario n'est pas des plus réjouissants. Désolé. À 150 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. New York, comme le reste du monde, considère la technologie comme un dû. C'est l'électricité qui la fait vivre et elle en consomme de très grosses quantités. S'il y a une coupure électrique pendant 2 ou 3 jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable.
systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue que nous prédisent certains scientifiques se produisait effectivement. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se produire. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Les effets d'une activité solaire normale sont très rarement ressentis, car nous sommes protégés par le champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Mais celle-ci a ses limites. En effet, lors d'un violent orage magnétique, le vent solaire compresse et étire le champ magnétique terrestre, ne laissant qu'un bouclier très mince pour nous protéger. Cette semaine de bombardements intensifs à cause du maximum solaire a rendu notre bouclier protecteur très vulnérable. C'est alors qu'une tache solaire plus grande que Jupiter entre en éruption à la surface du Soleil et rejette des milliards de tonnes d'immenses bulles de gaz qu'on appelle des CME, des éjections de masse coronale. Celle-là est énorme. Elle se dirige tout droit vers la Terre. Il pourrait se passer entre 12 heures et plusieurs jours avant que nous ne ressentions sur Terre l'impact de cette énorme masse de gaz et de plasma solaire. Afin de mieux capter l'apparition de ce danger potentiel, on a placé un coronographe à bord du satellite SOHO, un instrument de mesure ultra sensible. Ce satellite est équipé de télescopes qui surveillent en permanence la couronne solaire. Une énorme tempête magnétique ne frapperait pas d'un seul coup, mais par étapes. Les particules qui précèdent la tempête magnétique ne mettraient que 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Les avions de ligne se retrouveraient en danger. Les rayons X transportés par l'éruption empêchent toute communication radio. Quelques minutes à peine après l'éruption solaire, se produirait la deuxième étape, qu'on appelle une tempête de radiation, et qui peut provoquer des problèmes encore plus graves. En effet, à cause de ces radiations, tous les appareils électroniques peuvent être mis hors d'état de fonctionner. Au sol, nous sommes protégés des plus graves effets de cette tempête de radiation par les forces combinées de la magnétosphère et de l'atmosphère. Mais tous ceux qui se retrouveraient à l'extérieur de cette barrière naturelle, comme les astronautes, n'auraient que quelques minutes pour se mettre à l'abri avant d'être soufflés par de fortes doses de radiation. Enfin, la dernière étape d'une tempête magnétique absolue serait ces immenses bulles de plasma émises par le Soleil, les CME. Elles peuvent se déplacer à très grande vitesse dans l'espace, près de 1000 km par seconde. Cependant, il est très difficile de déterminer précisément leur vitesse, leur trajectoire et leur puissance. C'est pourquoi les cellules de crise ont du mal à prévoir l'impact exact d'une tempête magnétique. Les satellites GPS ont révolutionné la navigation, mais ils feraient partie des nombreuses victimes magnétiques de cette ampleur. Leurs circuits électriques et leurs signaux seraient gravement perturbés. Si vous étiez en voiture et que vous comptiez sur eux pour vous guider, ce serait ennuyeux mais pas mortel. Alors que si vous tentiez de poser un avion sans aucune visibilité, le dysfonctionnement de cette technologie serait fatal. Alors qu'il ne se trouve plus qu'à quelques minutes de vol de New York, l'avion a toujours 2 moteurs en panne. Ils ne seront sans doute jamais parfaitement prêts à affronter une telle catastrophe, mais ils essaieront de protéger le maximum de personnes possible. En dépit de la taille de cette tempête, sa puissance reste un mystère tant qu'on ne connaît pas sa polarité. Comme un aimant, la tempête a une polarité nord ou sud, et Ace peut nous le dire. Au nord, elle rebondira sur la magnétosphère avant de disparaître dans l'espace. Mais l'autre option est ce que tout le monde redoute.
Jusqu'à ce que la tempête magnétique touche Ace, il est impossible de connaître sa polarité et sa puissance. Les aurores boréales ou australes sont un rare et magnifique spectacle qu'on voit généralement près des pôles. Mais celle-là descend jusque vers l'équateur. Elle sera visible de presque partout cette nuit sur la Terre. Mais c'est une cruelle illusion. Les aurores se forment quand des milliards de particules chargées percutent les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui composent l'atmosphère. En entrant en collision, ils réagissent et émettent des bandes de lumière. Dans la haute atmosphère, elles paraissent vertes ou rouges. Plus bas, elles deviennent bleues ou violettes. Elles se mélangent pour créer un spectacle lumineux à 160 km d'altitude. Mais ces superbes lumières dans le ciel sont aussi le signe d'une menace aussi inquiétante qu'incertaine. Attention, reculez! Éloignez-vous, ne restez pas là! Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. La plus grande tempête magnétique de l'histoire provoquerait la plus importante et la plus longue panne d'électricité jamais connue. Les satellites gèrent pratiquement tous nos systèmes de communication. Télévision, téléphone, radio, Internet, transports aériens et maritimes, systèmes de défense. Un effondrement total du système de communication mondial, la tempête affecterait aussi les réseaux locaux et déréglerait les flux de circulation, créant ainsi un peu plus de danger dans un réseau déjà embouteillé. Au fur et à mesure que la ville serait privée d'électricité, des systèmes plus complexes comme les transports en commun seraient eux aussi paralysés. Les signaux ferroviaires seraient totalement déréglés et oscilleraient entre le vert et le rouge. En quelques minutes, le blackout gagnerait toute la ville. Le reste des États-Unis serait également plongé dans le noir. Partout sur Terre, les lumières s'éteindraient et immobiliseraient toute activité humaine. Ça ne se produira peut-être pas pendant votre vie, mais ce n'est pas de la science-fiction. Nous savons que dans un avenir proche ou lointain, le Soleil expulsera une tempête aussi terrible que celle-là, et nous ne pourrons rien faire pour l'en empêcher.